Salut tout le monde, nouveau numéro d'Eleven Insiders ce jeudi avec le CIO du Standard qui est là, c'est Pierre Locht. Pierre va bien? Très bien, merci. En forme, prêt pour Insiders? Ouais, bien sûr. On va parler des dossiers épineux aussi du Standard de Liège. On est prêt. On va rien éluder comme question, il y a pas mal de questions des fans et puis il y en a un qui me fait des petites doudouses dans le dos pour ne rien vous cacher. C'est Alex Tecla qui est en forme, Alex. Je serai derrière toi, ne t'inquiète pas. Oui, mais c'est peut-être là qu'il faut s'inquiéter. Eleven Insiders, c'est parti. On est là pour une nouvelle émission. On a pris place cette fois dans le studio avec Alex Tecla, que je le disais. Alex, c'est pas trop la forme en fait. Pourquoi? Parce que l'Atlético a été éliminé, mais c'est pas grave, je vais m'en remettre, Jérémy. D'accord. Et comme ça, on sait aussi que vous êtes l'un des fans de l'Atlético Madrid depuis tout petit en fait. Oui. Il y a des soirées un petit peu plus difficiles comme ça. Yannick Carrasco ne vous a pas fait plaisir, entre guillemets, avec ce jeu raté. Je l'aime beaucoup quand même. D'accord, voilà. C'est très bien. On est très heureux que vous soyez là, ceci dit, avec en face de vous, le CIO du Standard qui nous fait le plaisir de venir dans Eleven Insiders. C'est Pierre Locht. Pierre, ça va bien au Standard pour l'instant? Ça se passe plutôt bien au Standard pour le moment, oui, tout à fait. On a connu des jours un peu plus difficiles par le passé. On a connu dans un passé qui n'est pas si ancien des jours, voire des semaines et des mois plus compliqués, je confirme. Elle est comment l'ambiance dans les bureaux là, à Sclessin pour l'instant? Elle est bonne et honnêtement elle est sereine et elle est très positive par rapport à l'avenir. Oui. Un peu plus sympa aussi que du côté du Sporting d'Anderlecht. On fait la comparaison parce que vous vous êtes affronté ce week-end, parce que vous êtes aussi passé par une situation un peu similaire la saison dernière. Oui, tout à fait. Il passe par une période compliquée. Voilà, c'est la loi du sport, c'est la loi du football. Mais c'est vrai qu'on sait que c'est compliqué de passer par ces moments-là. Quand rien ne va, rien ne va. Du coup, vous vous attendiez à vivre un début de saison comme celui-ci. C'est 25 points sur 42. 60% des points pris par le Standard en championnat. Honnêtement, vous voyez d'où vous venez, vous voyez aujourd'hui. Est-ce que vous vous y attendiez si vite? Non, peut-être pas si vite. Maintenant, on l'espérait. Voilà, le Standard, ça reste un grand club. Il reste, même après une saison compliquée, beaucoup d'éléments qui peuvent nous aider à remonter assez vite la pente. Voilà, il fallait trouver les bons ingrédients. Il fallait faire prendre la sauce, comme on dit. Et pour le moment, ça se passe bien. Après, de nouveau, pas d'euphorie parce que ça monte très vite et ça redescend très vite dans le football et au Standard en particulier. Et on en parlera, bien sûr. On parlera de l'été, du Standard, l'été qui est passé, le mercato qui va arriver aussi. On parlera des dossiers un petit peu épineux. Il y a du Selim Amala là-dedans, on fera le point. Et puis pas mal de questions aussi des supporters sur nos réseaux sociaux. Alex, je vous pose la même question finalement. Ce Standard-là, étonnant de le retrouver si haut pour l'instant, après une saison compliquée? Ouais, si vite, oui. Je pense qu'il y avait un côté un peu incertain lié à la reprise. On s'était vu avec Pierre d'ailleurs en tout premier match contre Gand. Il y avait un côté incertain parce qu'on ne savait pas véritablement vers quoi ils allaient au niveau sportif, je veux dire. Au niveau administratif, j'imagine que tu avais eu les garanties aussi quant à la reprise du club et à l'investissement sérieux que représentait ce nouveau partenaire, quoi. Mais donc oui, c'est vrai. Et je crois que c'est lié aussi à l'avènement peut-être de joueurs qu'on n'attendait peut-être pas si vite non plus. Maintenant, je dirais aussi qu'il faut rester calme. Les matchs s'enchaînent et parfois les déceptions succèdent à l'euphorie. Donc il faut rester calme en effet. On va revenir sur ce qui s'est passé dans le Classico, reparler un petit peu des incidents de manière très brève et aussi bien sûr sur le match. Mais avant cela, on a envie de faire un peu plus connaissance avec Pierre. Pierre, le CIO du Standard. Mais Pierre n'a pas toujours été le CIO du Standard. Pierre est au Standard depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Et Pierre Locht est passé par tous les échelons, en fait, dans cette entreprise Standard de Liège. Oui, je dirais peut-être pas par tous les échelons, mais par en effet un peu tous les départements en tout cas. Donc je suis arrivé comme team manager à l'époque en 2011, à l'époque encore de Pierre-François. Et puis j'ai fait ça pendant à peu près 3-4 ans avant de passer plus dans une fonction juridique, donc là au stade, puisqu'on sait qu'on est un peu répartis sur divers sites au Standard. Puis après voilà mes fonctions juridiques. J'ai basculé vers la troisième grande partie du club qui est l'académie, sous Bruno Venanzi, et j'ai pu pendant là aussi 3-4 ans à peu près diriger l'académie du Standard, ce qui a été une expérience très très intéressante parce qu'on sait que c'est un pilier essentiel du développement du club. Pour ici, en effet, depuis quelques mois, reprendre le rôle de CEO. Vous en seriez là aujourd'hui sans Pierre-François ?
Probablement non, vu que c'est lui à la base qui m'a fait confiance et qui m'a engagé, donc il est clair que non. Et puis ça a été très très intéressant, même si ça n'a duré qu'1 an la collaboration vraiment avec lui, ça a été très intéressant de travailler sous l'autorité de Pierre-François parce que j'ai appris beaucoup. Et donc en fait vous sortiez des études et vous avez envoyé votre CV. Pourquoi? Parce que fan du Standard depuis toujours? Exactement, j'étais dans ma dernière année d'études à la bibliothèque, pas la motivation pour étudier, et je me suis dit bon allez, pour le fun on va envoyer le CV au Standard, et il est tombé au bon moment parce que le team manager avait décidé d'arrêter. Et donc voilà, quelques heures après, j'étais rappelé, mais en plein cours, par un numéro qui commençait par 04. J'étais assez étonné, mais j'ai pas su décrocher, donc j'ai rappelé après, c'était pour me proposer un rendez-vous. Et là, vous avez sauté dessus tout de suite? Oui, il y avait quand même un peu d'hésitation parce que bon, c'était pas un rôle vraiment juridique, donc qui correspondait pas vraiment à mes études. Et puis j'avais une autre possibilité, entre guillemets, plutôt liée par contre à un parcours professionnel que mes parents qualifiaient de plus normal à l'époque. Donc il y a eu un peu d'hésitation, mais pas très longue, parce que je me suis dit, si je ne le fais pas, j'aurais toujours dans un coin de la tête, tiens, si j'avais été au Standard. Donc à la base, j'ai convaincu mes parents en leur disant je ferai ça un an et puis je referai quelque chose d'un peu plus normal, et ça fait 12 ans maintenant. Bah oui, écoutez, et Bruges est venu à un moment donné. Le club de Bruges est venu pour s'attacher à vos services. C'était lié à l'académie, si mes souvenirs sont bons aussi pour le club de Bruges. Le club Next aussi. Oui, bon après voilà, c'est des discussions qu'il y a eu, qui se sont ébruitées et que j'ai pas spécialement envie de partager, mais voilà, il y a eu des discussions parce que moi je m'entends bien depuis toujours avec Vincent Manhart aussi, mais voilà, ça n'a pas pu se mettre et c'est comme ça. Très bien, mais on n'entrera pas davantage dans les détails que vous n'avez pas envie de partager. C'est le fils de Michel qui a été engagé, je pense, depuis. Michel Prudhomme qui depuis assiste aussi à toutes les rencontres de Youth League de ces jeunes brugeois. Il était encore présent cette semaine du côté de Roulers. Il y a du talent chez les jeunes, il y a du talent chez les jeunes du Standard aussi. Vous montez les échelons au Standard. Bientôt directeur sportif, coach, Pierre? Non, c'est pas du tout l'ambition. Et c'est mieux pour le club que je reste en dehors du volley football, je pense. Mais votre travail est apprécié, notamment par un ancien qui, à chaque fois que qu'on le reçoit en interview, et on l'a reçu il n'y a pas très longtemps, Polo Mpoku nous dit Pierre Locht. Il vous adore. C'est aussi le cas de certains joueurs passés par le Standard. Un Paul-José Mpoku, directeur sportif au Standard, ça vous plairait ça? On ne sait jamais, c'est possible. Je pense qu'aujourd'hui il est encore joueur et il est encore concentré sur sa carrière de joueur, mais voilà, Polo est quelqu'un qui est très très attaché au club, ça c'est clair, et je pense qu'il a envie un jour ou un autre de revenir au Standard parce que c'est son club, et je pense qu'il a suffisamment manifesté et crié son amour pour le club, donc oui, pourquoi pas dans l'avenir. Alex, pour les supporters, on sait que l'attachement est important, de pouvoir s'identifier. Quand on a au sein de sa cellule déjà un Pierre Locht qui est là depuis, il le disait, plus de 10 ans, ça aide aussi. Bah oui, ça garantit aussi un petit peu la caution identitaire du club. Et au-delà de ça, je pense surtout que Pierre a effleuré le sujet. C'est important, c'est les jeunes de l'académie. Je pense que ça représente vraiment l'identité du club. J'avais lu en début de saison une interview de Réginald Goreux qui mentionnait d'ailleurs effectivement la collaboration qu'ils allaient avoir avec eux, avec le nouvel investisseur. Il avait l'air assez confiant. Et je pense que c'est là quand même que les supporters s'y retrouvent le plus avant tout parce que c'est l'équipe qui supporte. Maintenant, effectivement, je pense que Pierre connaît suffisamment de Liégeois aussi pour qu'aujourd'hui sa tête ne passe pas inaperçue quand il se balade dans Liège. Et c'était effectivement important d'avoir encore un point de référence, je pense. Très bien, on va revenir sur tout cela, sur les jeunes aussi dans quelques instants, mais on va parler un petit peu de l'actu chaude aussi. L'actu chaude est chaude dans tous les sens du terme. C'était ce classico, Pierre, que vous allez remporter, on attend que ce soit officiel, par forfait, on est d'accord? Oui, c'est ça le règlement en tout cas. Oui, encore une fois, va-t-on dire, après ce qui s'était passé en 2019. Le coût de la facture que vous allez envoyer à Anderlecht, ça va chiffrer ça? Oui, voilà, après on attend encore des devis, pour être franc, mais oui, malheureusement, il y a eu des dégâts à des sièges, il y a eu des dégâts dans le stade, après c'est pas, voilà, ça arrive malheureusement un peu trop régulièrement, cette fois-ci c'était un peu plus que d'habitude, mais voilà, c'est la coutume entre clubs en effet de payer pour les réparations, donc ce sera le cas cette fois-ci aussi. Alors pour l'instant, tout le monde est en train de se dire mais que doit-on faire contre ça? C'est un phénomène qui prend de l'ampleur, ça a toujours existé, on n'a jamais vraiment trouvé la solution. Est-ce que vous allez demander, Pierre, à vos stewards d'aller faire des fouilles plus approfondies?
Ça d'abord on ne peut pas, la loi l'interdit, donc les stewards sont des agents d'accueil, pas des agents de sécurité qui peuvent faire des contrôles superficiels qui ne peuvent pas faire de fouilles, donc il faut trouver une autre solution que les stewards parce que c'est clair que le contrôle par les stewards ne sera jamais de nature à empêcher des fumigènes de rentrer. Maintenant, ce qui est plus embêtant, c'est qu'on voit que même lorsque c'est la police qui prend en charge les fouilles, je prends l'exemple à Charleroi, quand nos supporters se déplacent, c'est toujours la police de Charleroi qui fait des fouilles et ils passent quand même chaque fois avec des fumigènes. Et pourtant, c'est pas leur stade non plus, donc on peut pas dire qu'ils ont été les cacher avant. Donc il y a un constat d'échec qui doit être fait. Tout d'abord, par rapport au dispositif actuel, on n'y arrive pas. Et c'est pas de la mauvaise volonté des clubs, parce que les clubs, ça nous fait pas plaisir de prendre des matchs à huis clos, de prendre des amendes chaque semaine. Donc c'est pas de la mauvaise volonté des clubs, mais il y a un constat d'échec par rapport aux moyens qui sont là et je pense qu'il faut se mettre autour de la table avec les autorités pour voir quels nouveaux moyens on peut mettre en place, tant sur le volet préventif que répressif, pour éviter ça, mais aujourd'hui ça ne fonctionne pas. Certains disent enlever des points, d'autres disent arrêter de faire venir des supporters, on perd un peu l'ADN du football, mais est-ce qu'on doit en arriver là, faire que les déplacements, par exemple, vous allez jouer au Lotopark sans vos supporters? Ce serait très dommage, je pense qu'il faut essayer de trouver, comme je dis, d'autres moyens dans un premier temps. Peut-être exceptionnellement dans certains matchs vraiment très très ciblés, mais il faut éviter toutes les solutions qui pénalisent les supporters qui se comportent très bien et qui viennent juste faire la fête au football. Ah oui, c'est ça qu'il faut ne pas punir. En effet, on pense à toutes les familles, on pense à tous les enfants qu'on a vu sourire à Sclessin ce dimanche. Ça fait plaisir à voir. Et malheureusement, pour une bande, voilà, je n'irai pas plus loin. Tout cela est un peu remis en question. Alex, on sait qu'en France, par exemple, et dans d'autres pays aussi, certains maires prennent des décisions en disant non, mais vous ne venez pas avec vos supporters pour assurer notre sécurité. Est-ce que malheureusement, ce sera un passage obligé chez nous en Pro League? C'est la négation du foot, ça. Voilà. Oui. Moi, je trouve que c'est, même de tout événement sportif. Imaginez, j'en sais rien, moi. Je vais prendre un autre événement sportif ça peut être un superbe concert. Vous l'imaginez sans spectateurs, c'est pas possible, quoi. Voilà, c'est quelque chose qui normalement doit représenter une fête. Donc non, c'est la négation du foot. Je trouve qu'en arriver là, en fait, c'est un désaveu. Et que peut-on faire? On parle beaucoup pour l'instant d'enlever des points, mais certains disent oui, enlever des points au club. Il y a certains supporters qui en fait sont même pas vraiment des supporters du club. Donc ils n'en auront pas spécialement quelque chose à cirer, si vous me passez l'expression. Moi, j'ai pas de solution par rapport à ça, si ce n'est peut-être d'éduquer aussi différemment la prochaine génération de supporters, parce que celle-ci, c'est foutu. En Belgique, on a malheureusement un peu cette culture aujourd'hui, ces dernières années, et que ce soit en Anderlecht ou d'autres clubs. Pierre, tu as été confronté aussi à ça avec ton club. Et donc, on a un peu cette culture-là qui s'est instaurée de manière vicieuse. Et je pense que cette génération de supporters ici, il faut oublier. C'est une autre qui devra effectivement prendre le relais et peut-être manifester leur mécontentement d'une autre manière. C'est vrai que quand il y a eu les gros débordements, et je vais prendre peut-être un exemple qui va vous paraître disproportionné, mais sous le règne de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne, les décisions, elles ont été drastiques à l'époque. Pas la peine de revenir dessus, on sait tout ce qui s'est passé. Et depuis, même si le mouvement hooligan existe encore en Angleterre, il s'est quand même nettement réduit parce qu'ils ont eu peur des sanctions qui ont été prises à l'époque. Et c'est vrai qu'on a laissé quand même beaucoup de latitude à la police pour faire régner l'ordre. Et la culture en Angleterre a changé. Je vous assure, j'ai beaucoup d'amis à moi, Pierre, tu en connais certainement aussi, qui vont voir régulièrement des matchs en Première Ligue et même dans les divisions inférieures. C'est quelque chose qui a presque disparu des stades anglais. Maintenant, c'est vrai que lorsqu'ils se déplacent... Donc ce sont des mesures qui doivent venir ailleurs que de la Pro League aussi. Oui, mais c'est devenu culturel. Oui, mais c'est surtout devenu culturel parce que depuis ce gros changement-là, il y a vraiment une nouvelle culture qui s'est installée au sein des groupes de supporters là-bas. Donc c'est avant tout là-dessus qu'il faut jouer, mais c'est un travail de longue haleine. Moi, je n'ai pas en claquant des doigts ici, Alex Teclac va vous dire ce qu'il faut faire. Je crois que d'autres y ont été confrontés aussi. Il faut vraiment qu'on mette en place un plan où on travaille main dans la main. Aujourd'hui, il y a un peu le côté de se pointer du doigt entre les autorités, entre les clubs, etc. Il faut sanctionner plus les clubs, il faut faire ça. Et les clubs disent, mais nous, on n'a de toute façon pas plus de moyens. Vous nous retirez des points, ça ne va rien changer, puisque nos stewards ne pourront pas faire plus. Donc voilà, il faut arrêter absolument cette dynamique-là de se rejeter la faute.
et se mettre ensemble à table. On a tous un rôle à jouer si on veut en effet pouvoir trouver une solution structurelle à ce problème-là. Et donc voilà, je pense que c'est un ensemble de choses. Ça passe par l'éducation, ça passe par la prévention, ça passe par la répression malheureusement. Et je pense qu'il n'y a qu'en se mettant tous autour de la table qu'on y arrivera. Vous y croyez ? Oui, j'y crois. Je pense que c'est pas. Voilà, il y a des exemples de pays qui ont réussi à gérer ça. Après, on n'est pas les seuls qui rencontrons ce problème-là aujourd'hui aussi. Donc il y a encore des problèmes ailleurs. Mais il faut surtout pas être fataliste parce que sinon, alors on arrête. Ne pas pointer du doigt, se prendre main dans la main, avancer ensemble, c'est un petit peu ce qui fait la différence. Sur Ronny Deila, finalement, est-ce que c'est le meilleur coach que vous avez connu ces dernières années au Standard, Pierre ? Ouais, là aussi, je serais prudent dans les déclarations par rapport à ça. On n'est pas encore à la mi-saison de la phase classique, mais en effet, on est très content du travail qu'il a apporté. Il a incontestablement amené un souffle nouveau à l'effectif. Donc c'est très positif et je pense en effet que c'est un excellent entraîneur. On a vu le travail de votre cellule communication aussi, qui est toujours là dans les vestiaires entre autres. Le nouvel épisode d'ailleurs d'Inside est sorti hier. Je l'ai regardé en rentrant très tard, mais on est captivé par le discours de Ronny Deila parce qu'il dégage quelque chose. Le jeu du Standard, Alex, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé dans ce Classico. Mauvais début. Bel enchaînement, on a quand même le sentiment que quand ce Standard-là parvient à se mettre en route, il peut battre absolument n'importe qui, surtout à domicile. Oui, surtout, je pense que l'énergie du stade leur amène quelque chose en plus, ça c'est incontestable. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont été bousculés en début de match par Anderlecht qui tout à coup après a complètement plié. Moi, je trouve qu'il y a un savant mélange ici d'authenticité et aussi de spontanéité. Et je prends l'exemple de Chanak, qui joue comme il est en fait. Je disais, c'est pas le genre de gars à qui vous allez donner trop de consignes tactiques parce que sinon vous allez le perdre. Et je trouve qu'il représente bien ce côté authentique, spontané, qui a permis effectivement au Standard d'avoir un peu ce grain de folie. Mais après, il y a quand même un changement de dispositif, sans rentrer dans des détails trop tactiques, qui est intéressant aussi du côté du Standard, qui est appuyé, à mon avis, aussi par le staff, qui entoure Ronny Deila. Je tiens aussi à mentionner leur travail, parce qu'il y a un vrai travail de l'ombre, je sens, qui est fait, je le vois dans la préparation des phases arrêtées, la manière avec laquelle les matchs sont abordés. Je le vois, parce que on en a tout de suite j'en ai l'intuition. J'ai pas eu directement des échos de ce qui se faisait, mais ça se voit que c'est pas fait comme ça, un peu à l'improvisation, quoi. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, la prochaine étape, selon moi, ça va être de gérer les petits matchs entre guillemets, et surtout les petits matchs à l'extérieur. Ça, c'est la prochaine étape parce que ce sont des matchs tout à fait différents. Quand vous jouez Anderlecht à domicile, Bruges, l'Antwerp, et c'est vrai pour d'autres clubs, mais ça l'est encore plus pour un club comme le Standard. La nature de ces matchs-là va révéler chez vous déjà beaucoup plus d'enthousiasme et d'énergie, de passion aussi dans les tribunes, mais surtout le jeu est très ouvert. Vous allez rencontrer des équipes qui le ferment, comme Malines l'a un peu fait récemment. Peut-être à Zult dès ce samedi. Oui, voilà, j'allais le dire, j'allais l'aborder. C'est déjà un petit test. Même si Zult est dans une situation compliquée, en plus, bon... Il y a Ley en face. Voilà, Mbaye va quand même aussi avoir envie de mettre quelque chose en place. L'analyse du Standard sera faite. Donc je pense qu'à ce titre, c'est peut-être la prochaine étape. Mais après, moi je pense que les supporters du Standard, fondamentalement, avec ce qu'ils ont déjà eu à domicile cette saison, je ne dis pas qu'ils sont repus, mais ça les réconcilie quand même fortement avec le club. On parle souvent de connexion entre les supporters et le Standard, et je pense que ça leur donne de la confiance aussi dans le projet. Par contre, Donoum va avoir un petit souci pour inviter tous Clessin à son mariage, ça va quand même faire du monde. Ça aussi, ça en dit long, cette image, faire ça à la fin d'un Classico, image assez insolite. Félicitations d'ailleurs à eux. Pierre, vous avez pris du plaisir à voir votre Standard jouer comme cela dans le Classico ? Oui, bien sûr. Ce qui était très très positif pour nous aussi, c'est que c'était une des premières fois où l'équipe a été capable de revenir après avoir été menée dans un match. Donc c'était un point sur lequel le coach a assisté après le match à Malines. Au-delà du jeu où on a été en difficulté à Malines, il dit son message à l'équipe était vraiment de dire on ne peut plus continuer à perdre notre organisation, à baisser les bras, à partir dans tous les sens dès qu'on prend un but. C'était une des difficultés de l'équipe et qui a en effet réussi à se redresser immédiatement après le goal encaissé en début de match contre Anderlecht. Après, c'est vrai que voilà, le stade aide beaucoup. Quand il est rempli comme ça et qu'il est chaud, on sait que ça porte l'équipe. Et c'est à l'équipe aussi à jouer avec ça, entre guillemets, à réussir à déclencher l'étincelle qui va faire s'enflammer ce Clessin. Maintenant, je rejoins parfaitement Alex, on a encore d'autres challenges devant nous et c'est très différent de jouer à ce Clessin, un Classico ou Bruges ou l'Antwerp que d'aller à Zult ou à Eupen. On y va aussi prochainement. La difficulté est tout autre, le challenge pour l'équipe est tout autre et maintenant...
aux joueurs et aux coachs et au staff de montrer qu'ils sont capables de relever ce challenge-là aussi. À Zulte, face, vous en parliez Alex, à Mbailey, évidemment, on ne reste pas insensible. Hein. Nous aussi, au niveau de la presse, on imagine les grands titres des quotidiens samedi matin. Ley retrouve le Standard. Ça s'est un peu mal terminé quand même avec Mbaye. Qu'est-ce qui a coincé, Pierre, avec lui ? Bon, c'est difficile à dire, c'est pas à moi à poser un jugement. Après, évidemment, un entraîneur, quand la collaboration se termine, ça se termine rarement positivement quand les résultats ne suivent pas. Après voilà, je pense que les responsabilités sont toujours partagées. On sait, depuis on a vu que le contexte aussi dans lequel Mbaye a repris l'équipe était compliqué. Le club était dans une dynamique compliquée, donc c'est jamais facile pour un coach à ce moment-là de performer immédiatement. Donc voilà, je suis content pour lui qu'il a retrouvé un nouveau challenge, même si c'est pas facile non plus. Mais voilà, ils font de nouveau des meilleurs résultats, je pense, depuis quelques semaines. Donc c'est clair que ce sera un match compliqué pour nous là-bas. Les retours qu'on avait, c'était qu'il y avait peut-être, notamment sur la fin, une réelle fracture avec le vestiaire. Vous avez vécu ça de l'intérieur. On sait que vous êtes très très proche des joueurs aussi, qui reviennent souvent vers vous pour discuter. Vous confirmez ça? Il y avait bel et bien une fracture entre le groupe, une grande partie en tout cas, et l'entraîneur? C'est toujours difficile, je trouve, de dire à quel moment est-ce qu'il y a une fracture à un instant T, pas 2 jours avant et pas 3 jours après. Après, voilà, comme j'ai dit, les résultats étaient compliqués. Mbaye a fait des choix forts, c'était aussi sa volonté. Donc c'est clair que quand on fait des choix forts, on fait plus de joueurs insatisfaits dans le vestiaire que quand on essaye de satisfaire un peu tout le monde. Il y a différentes manières de gérer un vestiaire et Mbaye a la sienne. Donc, c'était ses choix ou ceux du directeur justement sportif? Non, je pense que c'était ses choix, en partie. Après, voilà, on sait que les relations à ce moment-là au niveau du club n'étaient pas hyper harmonieuses, il ne faut pas se le cacher. Donc ça ne facilitait pas non plus les choses. Mais voilà, comme je dis, quand la dynamique de résultat est compliquée, quand en plus au sein du club il y a des tensions, ça devient très compliqué pour un entraîneur de performer. Donc c'était compliqué pour Mbaye à ce moment-là au Standard, il ne faut pas se le cacher. Bon, en attendant, Ronny Deila est arrivé. Comment vous l'avez recruté? Comment vous êtes arrivé au Standard à mettre le doigt sur Ronny Deila? Mais je pense que d'abord, il faut rendre à César ce qui est à César. C'était d'abord un travail d'identification qui a été fait par nos nouveaux actionnaires, 777, et par la cellule sportive qui était en place. Ce qui était recherché avant tout, c'est un certain style de jeu. C'est vrai qu'on voulait un entraîneur qui a un football positif, qui a un football avec beaucoup d'intensité. Aujourd'hui, c'est ça qui est recherché. C'est pas un secret au niveau des équipes du groupe 777, c'est d'avoir beaucoup d'intensité dans le jeu. Et voilà, il a été dans les entraîneurs identifiés et très vite, en effet, on a constaté qu'il y avait une possibilité d'avoir un match vraiment avec le club, avec l'ADN du club. Donc voilà, c'était le choix numéro 1. Après, ça n'a pas été facile, c'est vrai, parce que voilà, New York City voulait le conserver, ça s'est très bien passé là-bas, ça se passait encore bien là-bas. Lui, il souhaitait venir parce qu'il était attiré, je pense, vraiment par le côté passionnel du club, ce qu'on retrouve quand même un peu moins à MLS, même si ça se passe bien, il y a moins la passion, on va dire, pour les équipes dans le chef des supporters. Voilà, la négociation était rude et à la fin, il a fallu faire un effort financier, il ne faut pas se le cacher, pour pouvoir le faire venir. Mais voilà, c'était le choix numéro 1 et on a attendu vraiment jusqu'à la veille du premier entraînement pour ne pas activer le plan B qui était prêt. Et au final, c'est l'effort financier qui a pu être fait par notre actionnaire qui a permis de le faire venir. Le plan B, il y avait du blessing dedans ou pas, comme on en a parlé à l'époque, ou pas? Non, honnêtement, il était à Genoa et je pense que son projet à Genoa était de toute façon de poursuivre malgré la relégation. Donc c'est vrai que c'est un entraîneur qui a aussi un peu cet ADN-là, on va dire, de jouer avec beaucoup d'intensité. Donc c'est pas étonnant de le retrouver dans un club du groupe aussi. Mais il n'était pas question qu'il quitte Genoa, non, tout à fait. C'était quoi le plan B? Ça, je ne veux pas le dire non plus parce qu'on va peut-être retrouver l'entraîneur ailleurs et voilà, je ne veux pas le mettre en porte-à-faux non plus, mais c'était un entraîneur étranger. Très bien. C'est le fait d'avoir vu Ronny Deila en slip aussi qui vous a motivé en vous disant ça, c'est quand même vraiment l'ADN Standard. Non, mais bon, on m'a déjà posé plusieurs fois la question en disant est-ce que vous aimeriez bien le voir en slip à la fin de la saison? J'ai toujours un peu mal à le dire parce que ça pourrait être mal interprété, mais voilà, ça reflète une partie de sa personnalité, en tout cas, ça c'est clair. Il est comme ça. Il a à la fois ce côté très structuré pendant la semaine. Voilà, les meetings sont vraiment planifiés, tout est clair, tout est carré, et la capacité à s'enflammer un peu le week-end et ça matche très bien avec le Standard. Et Pierre, par rapport à ce qu'on dit, non, c'était votre style aussi, Alex. Bien qui, oui, bon, enfin, écoutez, j'ai des photos où je me suis retrouvé en slip au milieu du terrain. Et c'était une autre époque. Je dis, est-ce que ça ne le protège pas, le fait d'être, par rapport aux entraîneurs précédents qui avaient plus la culture belgo-belge, lui, d'arriver de l'étranger,
malgré son CV qui est conséquent, parce qu'il a quand même aussi entraîné au Celtic, etc. Mais est-ce que ça ne le protège pas d'avoir cette structure derrière lui qui l'entoure, en tout cas qui l'encadre et qui l'a amené par rapport aux autres entraîneurs? Je veux dire par là, le Standard a toujours été un club qui était par nature parfois où les gens se mêlaient un petit peu trop de choses qui ne le regardaient pas. Est-ce que c'est pas quelque chose dans le fonctionnement du Standard cette année-ci que tu ressens aussi, toi? Si, moi je pense que c'est très positif d'avoir amené un entraîneur de l'extérieur qui ne connaissait pas le passé récent du Standard. Oui. Bien sûr qu'il connaît le Standard, mais je veux dire, il ne connaissait pas le passé récent, les difficultés, il ne connaissait pas très bien non plus la compétition, et ça a amené un vent nouveau. Et voilà, lui, je pense qu'amener un entraîneur qui était de la compétition, qui aurait connu le passé, n'aurait pas été une bonne décision parce qu'il aurait eu en tête tout le passé, oui, ça aurait compliqué les choses. Donc en effet, lui très vite, il a fait fi de tout ça parce qu'il ne le connaissait pas, il a pris son rôle d'entraîneur, très clair. Il y a un directeur sportif qui est arrivé un peu plus tard, mais qui était en place aussi, avec qui la connexion est très bonne parce que voilà, ils s'apprécient depuis longtemps. Et donc en effet, il y a eu un côté assez naturel sur qui fait quoi, les rôles, qui a moins eu en effet par le passé au Standard. Et excuse-moi Jérémy, son regard neuf, effectivement, c'est un véritable atout. Et maintenant, toi aussi, dans ta fonction, est-ce qu'aujourd'hui tu ne retrouves pas un peu plus je ne vais pas dire d'autonomie, mais ce sentiment en fait de travailler pour un groupe en tout cas, et uniquement pour ce groupe, tu vois ce que je veux dire, et de ne pas avoir parfois les interférences qu'il y a pu y avoir par le passé, parce que c'était un peu dans la nature du club avec Bruno Venanzi notamment, sans vouloir te mettre... Non, bien sûr, non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la nature de l'actionnariat qui est à distance, qui n'est pas, comme le Standard l'a connu jusqu'à maintenant, un actionnaire qui est présent. Il faut bien qu'à l'époque de Donofrio, il y avait aussi un actionnariat comme ça, mais je veux dire, le propriétaire n'est pas là au quotidien, clarifie d'une certaine manière les choses, empêche parfois en effet les interférences, les prises de contact directes avec le président, etc. Ici, c'est vrai que c'est très clair. Non, ça n'existe plus, c'est très clair. L'entraîneur, il est en contact avec le directeur sportif au quotidien. Moi, j'ai des contacts avec Ronny Deila peut-être une fois par semaine, mais pas plus, parce que c'est pas mon rôle. La distance géographique fait aussi que certains sont au stade, d'autres sont à l'académie. Donc je veux dire, les rôles de chacun sont assez clairs et ça se passe très bien à ce niveau-là. Ça vous apporte de la sérénité? Exactement, ça apporte de la sérénité et tout le monde, ça se ressent très vite en effet. Quand il y a des tensions, quand on sent qu'il y a différentes influences au sein du club et on voit qui va prendre le dessus, quelle influence va prendre le dessus, c'est compliqué. Ça contamine tout le fonctionnement du club de manière directe ou indirecte et parfois c'est sous-estimé par le management. L'impact pas du tout, oui. Voilà. Oui. Et ici il y a beaucoup moins ça. C'est vrai qu'ici les choses sont claires et Fergal Harkin aussi vient de l'étranger sans connaissance particulière de la situation passée du Standard, donc ça a amené vraiment un vent nouveau et c'est vrai que les choses sont assez limpides quant au fonctionnement. Quand on pense évidemment à cette époque avec Grosjean, aussi avec Benjamin Niquez qui était là, avec Bruno Venanzi, avec Olivier Renard également, Axel Lawaré. Van Buyten. On peut remonter. Ouais. Non, mais c'est vrai. Non, mais les tiraillements dont il parle, c'est ça l'origine. Ouais. Et à ce titre, d'ailleurs, juste une parenthèse, c'est quand même dommage. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Olivier. Je trouve que c'est un excellent directeur sportif. Et je pense qu'il a fait du bon travail. Vous avez encore des joueurs à lui, d'ailleurs, aujourd'hui dans l'équipe, qui fonctionnent, comme Laifis, Chimirot, je pense, également. Ouais, c'est quand même d'excellents joueurs. Et puis, il est en train de réussir en MLS, indépendamment d'autres dossiers. Toujours à Montréal. Ah ouais, mais c'est bien, c'est très bien pour lui. Oui, mais on va revenir un petit peu aussi sur ce qui s'est passé, parce que nous, on a vraiment envie de se dire, allez, on a entendu, je ne vais pas dire tout et n'importe quoi, mais beaucoup de choses sur la fin de la période Venanzi. Ça ne fonctionne pas au Standard, tout le monde se tire un petit peu dans les pattes. Qu'est-ce qui réellement, Pierre, n'allait pas qu'est-ce qu'on peut savoir? Voilà, on sait que vous n'allez pas pouvoir tout nous dire malheureusement, mais qu'est-ce qu'on peut savoir pour éclairer notre lanterne? Ouais, c'est difficile à dire parce qu'il y a eu beaucoup de périodes différentes, comme l'a expliqué Alex, il y a eu beaucoup d'acteurs différents qui se sont succédés et à chaque fois la situation était finalement différente. Après, de nouveau, c'est toujours une question de dynamique. Je pense que les choses sous Bruno Venanzi au départ se sont plutôt bien passées, malgré tous les résultats suivaient, etc. Et voilà, moi si je dois identifier un momentum où ça a été compliqué, c'est en effet le moment où il y a eu un choix d'essayer de passer un cap avec le club, d'essayer, on le sait, d'accrocher la Ligue des Champions parce que ça change tout dans la gestion d'un club, d'avoir l'argent de la Ligue des Champions.
champion. Et si on peut l'enchaîner plusieurs années, là ça devient vraiment très très intéressant. Et voilà, avec l'arrivée de Michel Prudhomme, il y avait une ambition qui n'était pas masquée d'aller rechercher le titre et d'aller rechercher cette Ligue des Champions. Il y a eu une année où il y a eu de belles ventes avec Genepo, avec Marine, et il y a eu le choix de dire là c'est le moment, on va tenter de faire finalement ce que Bruges a réussi à faire, on va tenter de passer un cap, et je pense qu'à ce moment-là c'était pas absurde, c'était considéré comme quelque part logique et ambitieux. Alors peut-être qu'à ce moment-là ça a été un peu trop loin, mais ce qui est arrivé, c'est vrai que c'est que le Covid est venu pile cette saison-là. Alors l'idée n'est pas de tout remettre de nouveau sur le dos du Covid, mais c'est vrai que le timing chez nous a été vraiment très mauvais. Ça serait arrivé un an plus tôt, l'investissement aurait sans doute été moins important parce qu'on aurait eu le Covid. Ce serait arrivé un an plus tard, on aurait peut-être eu le temps de récupérer une partie de cet investissement-là. Donc il est arrivé pile la saison où le Standard avait pris certains risques, on va dire, pour se voir matérialiser une ambition. Et derrière, après, on n'a pas su rattraper la chose. Les revenus ont baissé. Le choix a été fait de malgré tout garder cette équipe-là encore un an, sous Montagnier à ce moment-là, de dire on va quand même encore essayer, on va serrer les cordons de la bourse un an, mais on va garder cet effectif qui est normalement très compétitif. Et là, les résultats n'ont pas suivi. Et là, on part dans une spirale qui est très compliquée à inverser parce que voilà, les résultats sont pas bons, ça crée des tensions. Qui est responsable pour ça? La faute est un peu forcément rejetée l'un envers l'autre, et cette spirale-là a créé quelque chose de négatif pour le club, et c'était compliqué d'en sortir. Et les décisions qui en ont suivi aussi ont peut-être été difficiles à prendre et n'ont pas été les bonnes à certains moments, Pierre. Non, voilà, c'est compliqué, mais quand on est dans une situation financière très délicate, alors c'est difficile aussi de prendre des bonnes décisions parce qu'il faut toujours prendre en compte cet aspect-là et pas uniquement l'aspect sportif. On se dit oui, ok, on va prendre telle ou telle personne, mais c'est quoi le budget, est-ce qu'on a l'argent? Donc ça devient beaucoup plus compliqué, et c'est vrai qu'on prend des décisions plus court terme et plus moyen long terme, et à ce moment-là c'était compliqué. Donc j'ai pas envie de dire que c'est la faute à personne, mais pour moi aujourd'hui c'est vrai que c'est comme ça que je vois le passé. Ouais. Donofrio, on en a parlé à un moment donné, c'était une réelle possibilité qu'il revienne, ou c'était impayable, ou c'était injouable, ou c'était impensable même? Honnêtement, j'ai jamais été au courant de ça. Bon, après c'était les choix de Bruno quand il était à la tête du club, c'était lui le propriétaire, mais j'ai jamais été informé de cette piste-là en tout cas. Très bien. Alex, vous vouliez réagir? Oui, non, par rapport à l'arrivée de Michel, est-ce que Bruno Venanzi à ce moment-là ne se dit pas ok, je mets tous mes œufs dans le même panier et ça va marcher? Est-ce que la déception n'est pas, enfin sa déception par la suite n'a pas ce manque finalement de ne pas avoir accroché ni le titre et d'avoir connu pas mal de problèmes, est-ce que sa grosse déception n'est pas liée aussi à cette période-là où il sent que finalement il n'y arrivera pas, en tout cas pas comme lui il voulait? Oui, c'est possible. Forcément, ça a été une déception parce qu'il y avait une ambition qui n'a pas été, qui s'est pas concrétisée en tout cas. Après, de nouveau, c'est compliqué de pointer du doigt parce qu'au final, la première saison avec Michel, c'est plutôt bien passé même. On a été performant en championnat et en Coupe d'Europe. Et après, c'est vrai que c'est au moment de la deuxième où de nouveau, on fait de nouveau pas des mauvaises poules européennes. On n'est pas loin de la qualification une deuxième fois. Et au moment où la compétition s'arrête, on est 5e. Alors, on était en play-off. Qu'est-ce qui se sera passé en play-off? On n'en sait rien. C'est vrai que 5e, c'était sans doute un peu bas, mais on sait que le Standard en play-off peut renverser la vapeur. Et donc voilà, on ne réécrira pas l'histoire, mais c'est clair que c'est cet arrêt-là, c'est ce moment-là où on est 5e. Pas de Coupe d'Europe, en tout cas pas directement. Il faut se requalifier. Le marché des transferts s'effondre, les revenus ticketing s'effondrent. On se retrouve avec une masse salariale qui est très très conséquente et qu'on n'arrive plus à assumer parce qu'il n'y a pas les rentrées derrière. On ne sait pas revendre des joueurs, ou on fait le choix aussi en partie de ne pas les revendre pour retenter une année avec cette équipe-là, avec un nouvel entraîneur. Voilà, donc oui, c'est une déception, mais moi même si en étant le plus objectif possible, j'ai du mal à pointer la responsabilité sur une personne. Ouais, c'est pas vraiment le but de ma question. Je me demandais dans quelle mesure aussi à un moment donné, un homme comme Bruno Venanzi, comme Roland Duchâtelet ou comme d'autres dans d'autres clubs ne sont pas épuisés. C'est ça que je veux dire, parce qu'il a quand même recherché des investisseurs pour ensuite, en Belgique, je pense qu'il en a recherché, il n'en a pas vraiment trouvé, pas à son goût en tout cas. Et finalement, il a dû se tourner vers l'étranger. Donc je veux dire par là que c'est un supporter du Standard, ça le restera. Et parfois, cette étiquette qu'on lui a collée, président émotionnel, etc., président supporter, qui se justifie ou pas, ça j'en sais rien. Il faudra lui poser la question un jour. Mais je trouve qu'il a vraiment été épuisé par. On voyait un homme qui était différent à la fin de son mandat, quoi. Voilà, tout simplement. Oui, bien sûr.
Tout à fait, excuse-moi de couper. Oui, non, mais c'est très lourd à porter. Hein. Porter le Standard seul, et je pense que c'est aussi sa recherche à un moment d'un partenaire, c'est de ne plus être seul à porter tout ça, parce que c'est très lourd à porter le Standard. Quand vous êtes là au quotidien, que vous êtes l'actionnaire unique, ou quasi unique du Standard, c'est compliqué à porter. Maintenant, je crois qu'il a aussi amené beaucoup de bonnes choses, et on le voit aujourd'hui dans les jeunes qui reviennent de l'académie. Il y a eu Siké, il y a eu Balikwisha, tout ça a été fait suite à son impulsion aussi. Donc, il y a aussi du positif à retenir de cette période-là. Il y a aussi 2 coupes, donc il y a eu de bons moments aussi, mais c'est vrai que quand ça tourne mal, au Standard, c'est compliqué à supporter. Ouais. Pierre, on parlait de Bruno Venanzi, il est toujours au club, parce qu'on a été voir sur l'organigramme sur votre site, il est toujours président, visiblement. Voilà. Ah, alors c'est une erreur, non. Moi, on m'a dit qu'il n'y avait plus d'organigramme sur le site. Normalement, il n'y en a plus. Peut-être c'est une ancienne version ou quelque chose. Non, je vous confirme que Bruno a vendu toutes ses parts et n'a plus aucun lien avec le Standard aujourd'hui. On voulait mettre ça à jour, évidemment. C'était le petit clin d'œil de cette Eleven Insiders. On continue de parler finances dans un instant, mais vous évoquiez le nom de Balikwisha. Je ne reste pas insensible à ça, on sait par quoi il est passé. C'est presque incroyable au final qu'à un moment donné, on a suivi l'épisode, Michel-Ange qui a pris le libérer mon frère. Et c'était quoi le problème quand on voit, c'est l'un des meilleurs cette saison? Oui, parce que là aussi, je pense qu'il faut être très clair, il n'y a jamais eu une consigne de la part de la direction et de l'ancien actionnariat de dire William ne peut pas jouer, William doit être mis de côté à cause de ce qui s'est passé avec son frère. Avec tous les précédents entraîneurs, il a été mis dans le noyau au départ, il a été proposé aux entraîneurs et la sauce n'a jamais pris. Et c'est vrai que moi, étant à ce moment-là à l'académie, il y avait une petite frustration de notre part. Parce que il a commencé, je me rappelle justement sous Michel Prudhomme avec Emilio Ferreira, et je me rappelle Emilio Ferreira qui me disait mais Pierre, à l'entraînement pour moi c'est le meilleur. Déjà à ce moment-là, donc on parle il y a 4 ans de ça. Et puis il a été lancé, je me rappelle, un match de coupe sous Michel Prudhomme où on est éliminé, je crois que c'était contre Knock ou quelque chose comme ça. Donc ok, on sait que le lancement est toujours important entre guillemets. La première expérience n'a pas été positive. Après à ce moment-là, il jouait ailier, c'est important aussi, c'est pas négligeable. Il a toujours été catalogué comme un ailier. Et c'est vrai qu'il avait du mal à concrétiser ses actions. Donc c'était un très beau joueur. Mais quand on est ailier, on attend d'un ailier qui fasse la différence, qu'il amène l'assist ou qu'il amène le but. Et c'était pas la force de William à ce moment-là. Donc il y avait un peu cette frustration-là dans le chef des entraîneurs. Et donc en effet, il a été ramené chez les jeunes. Et la saison dernière, c'était le leader vraiment des U21 dans cette lutte pour la 1B. Il a été repositionné dans l'axe du jeu. Donc il faut saluer le travail du staff à ce moment-là aussi, d'avoir fait ça, d'avoir compris que c'était peut-être mieux pour lui aussi de redévelopper ce projet-là. Donc il y a eu tout un projet avec lui dans lequel il a vraiment mordu. Il était clairement le plus âgé de l'équipe l'année dernière. Donc je pense que c'est à la fois son mérite et le mérite du staff de l'académie d'avoir gardé ce joueur impliqué, gardé ce joueur motivé et avoir continué à le faire évoluer malgré le fait que ces différentes tentatives d'intégrer le noyau A n'avaient pas été concluantes. Vous auriez bien aimé aujourd'hui avoir les 2 frères Balikwisha au Standard, aujourd'hui, à l'heure actuelle? Oui, bien sûr. Michel-Ange, c'est un super joueur aussi, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, c'est la situation qui a fait que, c'est le contexte qui a fait que, de nouveau, il ne faut pas blâmer les responsabilités, mais c'est 2 joueurs très différents, mais qui auraient pu être très complémentaires. Bon. Alex, non, mais 777 Partners et du financier. Mais par rapport justement aux jeunes, c'est vrai que tu t'es retrouvé, le Standard s'est retrouvé dans des situations où ils étaient quelque part un peu obligés de les vendre. Puis la situation financière, est-ce qu'à l'avenir, c'est pas l'idée aussi, c'est de ne pas pouvoir monnayer à leur juste prix finalement les jeunes que vous allez sortir de l'académie? Je pense au jeune Chanak qui peut-être à un moment donné va susciter l'intérêt d'autres clubs. C'est pas frustrant aussi ça quand le travail est fait? Ok, vous renflouez les caisses, je pense à Siké effectivement, Balikwisha en faisait partie aussi, mais d'un autre côté, est-ce que vous ne vous êtes pas retrouvé dans une situation obligatoire par obligation de devoir les vendre? Oui, de nouveau, ça il faut être honnête, oui, le club avait besoin d'argent et n'était pas en mesure de refuser ces offres-là à ce moment-là. Après c'est toujours difficile de savoir quand vendre un jeune aussi, parce que c'est vrai que c'est pas toujours une augmentation linéaire non plus. Il y a des exemples de jeunes qui performent bien et qui ont à un moment une possibilité de passer un cap et où le club refuse. Et où derrière ça se passe un peu moins bien. On m'a dit récemment, je ne sais plus quand Anderlecht avait refusé une offre pour Sardella, je ne sais plus à quel montant, il y a 2 ans de ça. Maintenant je pense qu'il va revenir, c'est un bon joueur et il est bien aujourd'hui. Le projet 23 en D1B est très positif pour cela. Mais c'est pas toujours facile de savoir à quel moment il faut accepter ou pas l'offre. Mais c'est vrai que c'est le but dans l'avenir de ne plus être obligé de vendre. Ça c'est l'objectif, mais ça va prendre encore un peu de temps parce qu'il faut encore redresser la barre au niveau financier.
au niveau du Standard. Ah oui, justement, tiens, c'est l'une de nos questions. Nicolas sur Twitter nous a dit bonjour Pierre, vu l'atmosphère générale incroyable dans le club actuellement, ne pensez-vous pas que nos actionnaires devraient mettre la main à la poche de manière raisonnable pour, par exemple, prolonger le contrat de certains joueurs? Tiens, comme ça se passe bien. On parlait du financier. Oui. Pour Nicolas. La première réponse, c'est que les actionnaires ont déjà mis la main à la poche. D'abord pour racheter le club et ensuite pour sauver le club. Donc il y a déjà eu un investissement massif dans le rachat et puis un investissement massif en augmentation de capital pour permettre simplement la continuité des activités. Voilà. Donc bien sûr, on peut toujours demander plus, mais bon, il faut aussi se mettre à leur place. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point par rapport aux prolongations, voilà, on sait qu'on est dans une situation compliquée avec certains joueurs parce qu'ils auraient, idéalement, les prolongations auraient dû être faites avant. Quand on rentre dans la dernière année de contrat, c'est toujours plus compliqué, les discussions sont toujours plus compliquées. Donc voilà, avec certains, les discussions sont encore en cours. Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus pour à tout prix prolonger. On doit avoir une certaine ligne de conduite dans laquelle on doit rester, vis-à-vis aussi des autres joueurs, pour garder une cohérence dans la politique salariale. Mais voilà, il y a des joueurs pour lesquels on va se battre jusqu'au bout pour essayer de les convaincre de prolonger. Comme Selim Amala? Oui, Selim Amala, la porte est toujours ouverte à notre niveau. Voilà, il y a eu une négociation qui ne s'est pas bien passée, il faut le dire. En tout cas, pendant un certain temps, elle s'est bien passée, et puis après, elle s'est pas bien passée, et où le club estime que voilà, le déroulement des discussions ne permettait plus de collaborer de manière sereine. Selim voulait partir? Non, je ne sais pas si Selim souhaite partir ou pas, ça c'est lui qui répondra. Ce que je dis juste, c'est qu'au moment de la négociation, nous on estimait à un moment qu'il y avait certaines choses qui ont été dites qui derrière ne se sont pas matérialisées au moment où elles devaient se matérialiser. Voilà, lui aura une autre version forcément, c'est toujours comme ça, mais voilà, tandis que dans d'autres dossiers, on n'en est pas là, on continue à discuter, c'est compliqué parce que les joueurs en question savent qu'ils sont dans une position confortable, ils sont à quelques mois d'être libres, d'être gratuits, de pouvoir s'ouvrir les portes de club, de pouvoir négocier peut-être des salaires plus hauts. Il faut se mettre à leur place aussi, hein, c'est leur carrière, ils n'en ont qu'une, donc moi c'est pas le but de blâmer cette approche-là. Et voilà, et nous on essaye de défendre nos intérêts aussi, donc c'est pas facile de trouver un accord, mais on va essayer. Mais qu'est-ce qui différencie concrètement, Pierre, le cas de Selim de celui de Nicolas Rasquin? Parce que l'un joue évidemment, oui. Voilà, et bien, plutôt bien. Et puis l'autre s'est vu frustré, prendre un rouge à Westerlo. Je ne sais pas si tout ça a joué dans sa tête, mais moi je suis un grand défenseur. Enfin, il a fait un très bon début de saison, Amala. Ah, mais moi je suis convaincu que c'est un des meilleurs joueurs de notre championnat. J'en suis certain. Tout à fait. De nouveau, là aussi, il faut être bien clair. Il n'est certainement pas dans notre idée de remettre en cause les qualités de Selim. C'est un super joueur qui nous a apporté beaucoup. Donc ça, il faut l'affirmer. C'était pas non plus l'idée de le sanctionner, ni Nicolas Rasquin, ni les autres, par rapport au fait qu'ils sont en fin de contrat et qu'il n'y a pas de solution qui est trouvée ou il n'y a pas de prolongation. Après, c'est simplement un moment dans la négociation, et de nouveau, je dis lui aura un autre avis. Nous, on estime qu'il y avait une forme d'engagement qui avait été prise, en tout cas orale, et qu'au moment de la concrétiser, où nous, on estime qu'on a répondu à ces demandes et aux engagements, voilà, il y a eu une forme de volte-face qui a été faite. Et voilà, c'est ça qui était compliqué. C'était une prolongation, Pierre, si on lit un petit peu entre les lignes. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, c'était une forme d'accord à certaines conditions qu'on a décidé de rencontrer, en tout cas à nos yeux, je le répète, puisque lui aura forcément un autre avis, et qu'à partir du moment où derrière finalement l'engagement n'est pas respecté, voilà, ça pose un vrai problème de principe à notre niveau. Maintenant, de nouveau, voilà, c'est pas pour ça que Selim Amala est détesté au Standard, c'est pas pour autant qu'on va dire que c'est une mauvaise personne. Est-ce qu'il va encore jouer pour le Standard? Ça, je ne saurais pas vous le dire. Comme je dis, la porte est toujours potentiellement ouverte, mais aujourd'hui, il y a une négociation qui a échoué, qui a échoué à un moment donné, parce qu'on peut discuter pendant des jours et des jours, mais s'il y a un moment clé dans une négociation, et si elle a échoué. Donc ça, c'est la situation pour Selim, contrairement à Nicolas, où la discussion est encore en cours, elle est franche, honnête, elle est compliquée. Voilà, mais elle est franche, elle est honnête. Et voilà, on espère vraiment aboutir, on pense que c'est encore possible. Mais parce que bon, là, les prestations de Rasquin sont très bonnes ces derniers temps. C'est un joueur qui a un potentiel encore à développer, je pense, qui est vraiment, je suis certain qu'il peut encore améliorer pas mal de facettes de son jeu. Est-ce que vous n'avez pas peur? Bon, ici, le mois de janvier arrive, à grands pas. La Coupe du Monde, en plus, va laisser un grand trou pour éventuellement négocier. Il fait des bonnes prestations. Et à un moment donné, il va peut-être se retrouver dans une situation avec ses agents. On va lui proposer une offre peut-être de l'étranger ou ailleurs, ou en Belgique, irrefusable.
Est-ce que vous ne sentez pas quand même que là, le temps que lui, entre guillemets, gagne, je ne sais pas, parce que moi je trouve qu'il est venu au 7, là je lui ai posé la question un peu, voilà, je lui ai dit tiens, si tu vas re-signer, il me dit bah ouais, qu'est-ce qui est en train de se passer là, voilà, il m'a répondu comme ça, il avait l'air d'être rassuré, donc est-ce qu'il peut encore s'inscrire, et à la limite que vous monnayez son transfert éventuel l'an prochain, j'en sais rien, mais pour ne pas que vous restiez sans rien, quoi. Ouais, non, bien sûr, c'est ça le cœur de la discussion aujourd'hui, hein, ça on va pas se le cacher. D'abord, il faut dire qu'il y a toute une période où lui et notamment d'autres joueurs nous ont dit on veut voir ce que c'est le standard. Version 7.7.7, on ne sait pas, est-ce que ça va être compliqué comme l'année passée, est-ce que ça va être... Et allez, objectivement, je pouvais comprendre cette approche-là. Et j'ai dit, bah oui, ok. Il disait, voilà, je ne veux pas négocier maintenant parce que je ne sais pas ce que ce sera le standard, quel joueur, quel entraîneur, quelle dynamique. Donc, ça nous a amené quasiment au mois d'août, début septembre, où là, on a pu dire aux joueurs, je pense que vous voyez maintenant, voilà, vous voyez les ambitions du club, vous voyez que ça se passe bien, vous voyez le coach, vous voyez. Donc maintenant, on va se mettre réellement à table au niveau des chiffres. Et depuis, c'est ce qu'on fait. Sauf que voilà, c'est en effet compliqué parce que le joueur sait qu'il est dans une position très favorable, il ne faut pas se le cacher, et que nous, on veut quand même à un moment récupérer un minimum les intérêts, et c'est pas juste re-signer un papier. Pour re-signer un papier, il faut quand même qu'il y ait un intérêt pour le standard de prolonger. Et voilà, donc la discussion est franche à ce niveau-là, les joueurs concernés savent et nous disent je suis dans une bonne position, mais je pense qu'il y a une réelle envie en effet de Nicolas de ne pas partir par la porte dérobée entre guillemets, et ça je pense qu'il est sincère à ce niveau-là. Et donc c'est pour ça que je dis la discussion elle reste positive, mais elle est compliquée. Mais vous allez mettre une deadline ? À un moment donné, il faudra bien se positionner. Voilà. Alors l'idée n'est pas du tout aujourd'hui de vouloir l'écarter des matchs, etc., etc. Mais c'est clair qu'à un moment donné, il faudra bien se positionner parce que voilà, il y a aussi d'autres joueurs, etc. Et le club doit toujours faire la balance entre ses intérêts financiers et ses intérêts sportifs. Et pour le moment, l'intérêt sportif prime parce qu'on sait que les résultats nous aident et Nico nous aide à avoir des résultats. Mais comme j'ai dit, à moi, la négociation ne peut pas se prolonger éternellement. Mais malheureusement, si vous deviez aller plus loin dans ce dossier, vous avez un problème. C'est que vous n'avez personne pour jouer à sa position aussi bien, pour le moment. Oui, c'est vrai. Bon, après, je pense qu'on nous a un peu dit ça aussi sur Selim Amala. À un moment, le standard sans Selim Amala, on voit que. Donc, je pense que le noyau a des ressources et que le mercato a été fait pour avoir les ressources. Mais de nouveau, j'ai dit à Nico, je ne veux pas du tout entrer dans le débat de tu vas être écarté. Parce que. J'espérais que le dossier va voilà, terminer, que le dossier va aboutir. Et puis même, ok, il prend du temps, mais. Voilà, Nico, il doit jouer pour le standard, les supporters aiment le voir, on aime le voir sur le terrain, donc il faut qu'il reste sur le terrain et on ne va pas en arriver là. Enfin, je n'ose pas croire qu'on en arrive là. Pierre, donc si on résume un petit peu les propos, pour Nicolas Raskin, on peut dire que ça sent relativement bon dans les discussions. En tout cas, il y a une vraie envie mutuelle, mais c'est compliqué. C'est positif, en tout cas dans les discussions. Oui, la dynamique est positive des discussions. Et je sais que vous essayez de tirer Amala vers le positif, Nicolas Raskin, mais je reviens quand même, c'est mon petit défaut peut-être, sur Selim Amala. Là, ça sent mauvais. Aujourd'hui, c'est bloqué. Donc plus de communication pour l'instant. Si, il y a une communication, mais je veux dire aujourd'hui il n'y a plus une dynamique de négociation avec Selim, mais il est toujours le bienvenu et j'espère que demain on va pouvoir recréer cette dynamique-là. C'est encore notre volonté. Après voilà, je pense qu'il y a une échéance très importante pour Selim qui arrive dans les prochaines semaines, c'est la Coupe du Monde. Et donc à un moment il faut aussi respecter les timings. Je ne pense pas que lui aujourd'hui soit vraiment dans l'état d'esprit, vu ce qui s'est passé, de redémarrer une discussion avec le Standard. Je pense que c'est probablement quelque chose qui viendra après sa Coupe du Monde parce que voilà, il est focus là-dessus. Et je pense que pour sa carrière, ça peut être un tournant aussi. Et je lui souhaite vraiment, pour lui et pour le Standard, qu'il fasse une super Coupe du Monde. Tout le monde sera gagnant s'il le fait. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est concentré sur cet objectif-là et espérons que ça se passe très bien pour lui. Tout le monde sera gagnant, surtout lui, si jamais. Surtout lui, vu la situation contractuelle. Mais après, c'est peut-être un peu ce qu'il attend aussi. Voilà. Oui, peut-être aussi. Même nous, je veux dire, même voilà, entre Selim qui fait une super Coupe du Monde ou qui fait une moins bonne, je souhaite qu'il fasse une super Coupe du Monde. Parce que pour le Standard, malgré tout, même si on n'aura pas autant que ce qu'on aurait s'il avait 2 ans de contrat, ça sera mieux pour nous. Un petit mot sur le mercato aussi, on parlera du CA dans quelques instants puisque ça a bougé cette semaine, pas plus tard qu'hier. Le mercato hivernal s'annonce, nous dit Dominique sur Twitter. Quels sont les transferts entrants recherchés et pour quel poste? Et puis surtout, quid pour la saison prochaine vu que des joueurs ne sont prêtés qu'une seule année sans option d'achat. On voulait y venir. Pierre, on parle notamment d'Alzate, entre autres, de Zinkernagel. Alzate, on voit qu'il a un potentiel énorme. Zinkernagel, c'est l'homme des grands rendez-vous. Il n'y a pas d'option. Et ça, c'est embêtant. Oui, ça c'est embêtant, mais on le savait. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de secret par rapport à ça. C'est des joueurs qui étaient là pour donner un plus à l'équipe. C'est des joueurs qui, sans trahir de secret, ont des rémunérations qui aujourd'hui sont au-dessus des normes qu'on peut offrir au Standard, clairement dans leur club respectif. Donc voilà, après, tout peut potentiellement se passer.
avancé, ils sont en train de, je pense, d'apprécier le club, d'apprécier y jouer. Donc il y aura peut-être un moment où on devra se mettre autour de la table. C'est un peu tôt parce que tous les deux sont là jusqu'à la fin de saison chez nous. Donc le pas d'option pourrait se transformer en option quand même. Pas en option, parce qu'on ne va pas réussir à négocier aujourd'hui une option, mais peut-être en transfert, ça c'est pas exclu. Ça dépend un peu d'eux à ce moment-là. Voilà, ça dépend d'eux, ça dépend de leur club propriétaire, on va dire, le projet qui leur sera proposé. Mais voilà, de nouveau, on savait bien que ces joueurs-là étaient dans un projet sportif, résultat, court terme. Mais je pense que c'est un passage obligé, vu la situation financière dans laquelle vous étiez. C'est pressé que d'autres clubs, je pense à Anderlecht notamment, ils sont passés par là, ils passent encore par là à certains moments. Donc je pense que c'était assez logique finalement. Oui. Est-ce qu'il y a une politique de eux, du coup, les faire jouer davantage que d'autres ou pas ? Non, enfin voilà, non, parce qu'on n'a pas, on pourrait presque dire l'inverse à un moment, c'est de dire, nous, le club ne va pas gagner d'argent avec ces joueurs-là, donc il faudrait peut-être faire jouer les autres. Mais non, parce que c'est des joueurs dont on espérait qu'ils apportent un plus sur le terrain immédiat, dont on pensait qu'on en avait besoin de ce plus-là, et ça s'avère aujourd'hui vérifié. Donc on a besoin de ces deux joueurs-là au Standard aujourd'hui pour la dynamique d'équipe, et c'est ces joueurs-là aussi qui font grandir William Balikwisha, qui font grandir Gian Kanak, qui sont des joueurs là par contre qui un jour, on l'espère, apporteront au club. Donc c'est une question d'équilibre. Il ne faut pas avoir trop de prêts sans option d'achat, mais à mes yeux, en avoir l'un ou l'autre dans l'équipe, même chaque année, c'est pas spécialement problématique si ils apportent une plus-value sur le terrain. Après, sans option d'achat qui n'apportent pas de plus-value sur le terrain, là par contre c'est un échec. Mais ça vous ennuie pas d'avoir les joueurs les plus performants sont ceux sans option d'achat, et puis il y a les transferts qui ont été réalisés qui ont peut-être un petit peu plus de mal. Oyo, on attend toujours vraiment son éclosion. Davida pour l'instant ne joue pas. Perica, il y a ce gros raté à Malines qui va peut-être aussi le miner un petit peu, on ne le souhaite pas. Oui, par rapport à ça ? Oui, mais je dirais que c'est pas un hasard, c'est-à-dire que de nouveau, les joueurs qu'on peut attirer en prêt sans option d'achat sont des joueurs en principe qui ont un niveau qui fait qu'ils vont être immédiatement une plus-value utilisable et une plus-value pour le club. Les joueurs qu'on transfère, il y a toujours un côté pari, il y a toujours un côté développement du joueur qui doit venir, et donc ça prend plus de temps. Voilà, donc malgré tout, aujourd'hui, on est content de ce que propose un Davida, même si c'est plus des montées au jeu. C'est encore un jeune joueur qui vient d'un championnat inférieur, donc il faut lui laisser le temps. On est content de ce qu'a montré Marlon Fossi, pour le moment, qui montre aussi la plus-value qu'il peut apporter. Quand vous marquez dans un classico. Voilà, exactement. Perica, on reste convaincu de ses qualités. Je pense qu'il a montré certaines qualités, il n'a pas été en réussite. C'est vrai au niveau de la finalisation de ses actions, mais on est convaincu aussi. Après voilà, on n'aura jamais 100% de réussite non plus, et parfois il y aura des transferts qui fonctionneront pas, comme ça a toujours été le cas par le passé, et de nouveau à qui la faute, ce ne sera pas le plus important, mais on sait que parfois ça fonctionnera pas. Mais voilà, et Ohio aussi est un jeune joueur qui est là pour du long terme, pour être développé. Voilà, donc on n'est pas surpris de cette situation-là. Pierre, on a quelques questions aussi des supporters qui s'inquiètent d'une éventuelle rumeur. Guy, notamment, nous pose cette question. Qu'en est-il des rumeurs du non-virement des montants pour Davida et Perica ? Oui, non, là, je peux rassurer les supporters par rapport à ça. J'ai vu des choses sortir. Il y a un dossier où il y a un désaccord sur la date de paiement, pour être franc avec vous. Voilà. Mais aujourd'hui, le Standard est à même d'honorer les dettes vis-à-vis des clubs par rapport aux joueurs qu'il a achetés. Donc, il n'y a pas de litige à la FIFA pour nos paiements du Standard aujourd'hui. Futur radieux pour le Standard, un Standard sain en tout cas, dans ce que l'on peut comprendre. Je vous vois tempéré. Je veux de nouveau pas vendre du rêve. Le Standard est aujourd'hui dans une situation financière toujours délicate, pas catastrophique, mais délicate, et ça prendra du temps. Mais de nouveau, voilà, on sait que le moteur, c'est les résultats. Souvent, voilà, quand on a des résultats, on génère plus de revenus ticketing, nos joueurs sont mis en valeur, etc. Donc voilà, mais je ne vais pas dire aujourd'hui aux supporters, le Standard financièrement est au top à l'instant T où on se parle, ce n'est pas le cas. Mais tu as l'impression que 7-7-7 va s'inscrire dans la longueur? Tu le sens vraiment dans le rapport que tu tiens avec eux? Tout à fait. Ils ont un gros projet foot, et ça, voilà, il ne faut pas le mentir. Il y a un projet Standard, mais il y a un projet qui va au-delà aussi. Il y a ce football group qui est basé à Londres, il y a les autres clubs. Donc c'est un projet très important qui, par définition, s'inscrit sur la durée. Ils pensent vraiment pouvoir apporter une plus-value à des clubs qui ont un gros potentiel. Quand on voit la Genoa, on voit Vasco de Gama, etc., c'est des gros clubs. Et voilà, donc oui, et ça passe par une gestion sur le moyen long terme. Donc oui, le sentiment qu'ils sont là pour longtemps, il est clair. Ça veut dire que si le Standard, si le Standard continue de performer comme cela, ça pourrait leur donner envie d'investir davantage plutôt que de mettre quelques billes ailleurs, plus de billes sur le Standard?
Oui, c'est possible, mais de nouveau, moi, c'est pas ma priorité en tant qu'aujourd'hui CEO du Standard. Je veux que le Standard redevienne financièrement sain et autonome et ne pas devoir demander à l'actionnaire à tout moment de rallonger. Donc, c'est pas dans cette optique-là que je travaille. Et je sais que parfois, c'est la demande des supporters de dire, mais allez, qu'ils remettent et voilà. Mais j'essaye, quand j'ai des discussions avec les supporters, de dire, c'est pas ça qu'on doit espérer pour le club. On doit espérer pour le club qu'on refasse des belles ventes et qu'on redevienne autonome financièrement. Mais est-ce que, moi, je comprends, parce que je te disais tout à l'heure, c'est un gros avantage d'avoir comme ça une culture étrangère finalement qui fait fi du passé et qui ne sait pas ce qui s'est produit au Standard. Et d'un autre côté, je ne vais pas dire que c'est une faiblesse, mais le désavantage, c'est aussi de ne pas considérer le club comme une entité à part entière. Et je t'en avais parlé au 7, là, si tu t'en souviens. Est-ce que, je repose cette question, je me le demande toujours, est-ce que le Standard, vu la nature de l'institution, est-ce que c'est pas un club qui doit être traité de manière à part entière? Parce que tu connais le côté très sanguin des supporters, et voilà, volcanique même, parfois, c'est ce qui fait la force aussi du club, parfois sa faiblesse dans d'autres moments. Moi, ce côté un peu, je n'aimerais pas, en tant que supporter du Standard, hein, je veux dire, avoir ce côté peut-être un peu impersonnel, tu vois, de la gestion du club. Oui, je comprends. Mais je pense que l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire avoir un portefeuille de clubs n'empêche pas d'avoir une gestion très spécifique des différents clubs. Et aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, est-ce que ça va continuer comme ça? Je ne le sais pas. Mais aujourd'hui, à l'instant T, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on a des calls de groupe avec les différents clubs, en effet des réunions online, mais où l'idée n'est pas de prendre des décisions, c'est des réunions d'information. Tiens, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que quelqu'un a une problématique à relever? Parfois, c'est enrichissant d'entendre ce qui se passe dans d'autres clubs, on peut en tirer des enseignements, mais les prises de décision sont toujours très spécifiques par club. Donc il y a un vrai projet sur chaque club aujourd'hui, et il n'y a pas de décision qui disent désormais pour tous les clubs on va faire ça, ou pour tous les clubs on va faire ça, on veut aller par là. Pour chaque club, ils sont conscients de l'enjeu et des enjeux très différents dans chaque club. Donc je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Avoir un groupe de clubs n'empêche pas une politique très spécifique pour chacun d'entre eux. Non, je faisais référence à la période du Roland Duchâtelet, tu sais, où il avait son pôle de club, quoi, et où il s'est planté par rapport à ça, parce qu'il avait un côté, planté. Par rapport à l'attachement qu'il devait avoir ou la particularité du Standard, il s'est quand même un petit peu trompé. Voilà. Mais ça ne t'inquiète pas du tout, ça? T'es pas... Non, aujourd'hui non. Je pense que ce qui n'a pas fonctionné peut-être sur Roland Duchâtelet, je ne pense pas que c'était lié au fait d'avoir plusieurs clubs de nouveau. C'est peut-être plus en effet un problème de communication intrinsèque et de compréhension vis-à-vis des supporters, clairement. Maintenant, aujourd'hui, moi j'ai la conviction que ça peut être une force pour le Standard. Voilà, après, c'est ma conviction aujourd'hui et on travaille ensemble depuis quelques mois seulement avec 777, donc c'est encore récent. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment la conviction que ça peut être une force. Okay. Comment tu as été choisi? Je me mets à tutoyer Pierre Locht. Voilà, ça c'est il n'y a pas de problème. Le tutoie. On arrive à pratiquement une heure. Avec plaisir. Pratiquement une heure d'émission, c'est peut-être pour ça. Pierre, comment on continue du coup? Tu es arrivé à ce poste-là, tu as dû passer un entretien parce que finalement, quand on regarde l'Hervé Nanzy, tu es le seul ou l'un des deux seuls à être resté au final pratiquement quand on regarde la haute direction du club. Oui, quand on regarde le comité exécutif, c'est vrai. Après, j'assiste vraiment, une bonne partie du management du club est toujours le même. Il y a eu très peu de changements. Et mis à part Fergal Harkin au niveau sportif et l'entraîneur, il y a eu l'arrivée d'un nouveau CFO, mais qui est liégeois aussi. Donc voilà, il n'y a pas eu beaucoup de changements au final dans la structure opérationnelle du club. Me concernant, c'est simplement, ils m'ont demandé juste après la reprise d'assurer l'intérim. En effet, parce que j'étais un peu encore la seule personne encore présente. Et puis on a appris à se connaître, on a eu des discussions. Moi-même, j'ai longtemps hésité, pas un secret, parce que au début, j'avais un peu du mal à voir clair, tout simplement parce que leur projet était très nouveau. Donc quand ils ont racheté le Standard, le projet football groupe, leur projet football n'était pas encore vraiment en place. Tout est nouveau. Ils ont racheté la Genoa en septembre dernier, en septembre 21. C'était leur premier club vraiment dont ils prenaient le contrôle. Donc c'était pas encore en place, ce qui m'a fait hésiter aussi. Mais après, on a eu des vraies bonnes discussions. J'ai rencontré Don Dransfield qui était appelé à devenir le CEO du Football Group. Et ces discussions-là avec des acteurs du foot, avec les acteurs qu'ils allaient amener, qui étaient des gens déjà dans le foot, m'ont vraiment convaincu d'accepter le challenge qu'ils me proposaient. Très bien. Pourquoi Jean-Michel Javot? Est-ce que c'est pour les tweets de Jean-Michel on le sait, très actif naturellement sur les réseaux sociaux. On rappelle qu'il a donc intégré votre conseil d'administration, Pierre, avec 3 membres tout de même de 777
Partners. Ça en a étonné certains, pas d'autres. Pourquoi ce choix? D'abord, c'est pas mon choix, c'est le choix de l'actionnaire, hein, donc Jean-Michel, le conseil d'administration auquel moi, en tant que CEO, je dois rendre des comptes. Oui. Maintenant, je pense que c'est pas une grande surprise. Le 777 a d'emblée annoncé qu'il voulait intégrer des acteurs locaux dans le conseil d'administration. L'ancrage liégeois. Voilà, l'ancrage liégeois et la relation avec tout l'environnement socio-économique liégeois est important, wallon, belge. Et c'est vrai que moi je suis très très content de voir arriver Jean-Michel parce que c'est quelqu'un qui correspond à tous ces critères-là, en plus d'être un vrai supporter du Standard, ça je pense qu'on ne peut pas en douter. Et ça va nous aider, je pense que ça va m'aider aussi moi dans mon travail au quotidien, parce qu'on sait que quand on gère un club de foot comme le Standard de Liège, il y a tout un volet public relation aussi qui est important, il faut pouvoir solliciter les bons leviers au bon moment. Le Standard à Liège, c'est une institution, donc je pense que c'est une vraie plus-value d'avoir Jean-Michel dans le conseil d'administration. Pas un avantage aussi pour votre futur stade? Potentiellement, ça fait partie des dossiers. Après, c'est pas ça qui va directement changer les choses, mais c'est vrai que construire un nouveau stade au Standard, c'est un enjeu pour la ville de Liège, important. C'est un enjeu pour beaucoup d'acteurs socio-économiques à Liège. Donc voilà, c'est un projet assez large et donc on a besoin de personnes qui peuvent amener les bons acteurs autour de la table pour avoir un bon projet solide, parce qu'on sait qu'un stade, ça peut être super, un nouveau stade, ça peut être une grosse plus-value pour le club, ça peut aussi être un trou, et il y a aussi des exemples de projets de stade qui ont été mal pensés, mal calibrés, où après ça devient très très compliqué pour le club. Donc la volonté là, c'est vraiment de prendre le temps, d'être sûr de ce qu'on fait. Vous ne pouvez pas trop vous en faire quand même, au niveau des abonnés. Je pense que vous arrivez toujours à... Oui, bien sûr, oui. Mais voilà, ça c'est vrai qu'on a vu aujourd'hui que les abonnés ont suivi malgré les complications. Mais voilà, un stade aujourd'hui, tous les stades modernes sont plus que des stades de foot. Et donc c'est d'avoir le bon projet à ce niveau-là, comment on fait vivre ce stade pendant la semaine, comment on rentabilise ce stade. Et voilà, aujourd'hui on doit être sûr de ce qu'on fait et que les choix qui sont faits sont les bons. Donc pour l'instant, le dossier stade, c'est un petit peu sur le côté, ce n'est plus la priorité, Pierre? C'est à l'étude. Donc c'est vrai que ça ne va pas se concrétiser demain, mais il n'est pas non plus dit on n'y pense plus. Donc c'est pas le cas non plus. Donc c'est de nouveau une étude profonde sur savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment faire de ce stade, qu'est-ce qu'on veut y faire pendant la semaine, qu'est-ce qu'on veut y faire d'autre que du football. Et après, quand cela sera défini, on devra voir est-ce que ça peut rentrer dans le projet actuel, parce qu'on a le permis, on peut commencer à construire demain, c'est un gros avantage. Mais voilà, on ne veut pas le faire pour le faire, on veut le faire si ça rentre avec la vision stratégique autour de ce stade. Donc vous n'avez même pas, par exemple, une période pour l'instant, vous ne vous dites pas, vous, dans vos réflexions, ce sera davantage pour la période 2030 que pour la période 2026-2027? Non, aujourd'hui non, il n'y a pas de timeline à annoncer. Très bien, merci en tout cas pour ces précisions, ça répondra également à quelques réponses de vos supporters. On va terminer avec notre séquence sans langue de bois. 3 questions, un seul joker. Il n'y a pas vraiment de piège, on vous le dit tout de suite, Pierre. Ça va. À quelle place doit finir le Standard? Donc là, on est d'un point de vue plus direction. À quelle place doit finir le Standard cette saison? À une meilleure position que l'année dernière. Ça, c'est ce que vous avez donc communiqué au staff, aux joueurs? Oui, après le staff et le joueur ont leurs propres objectifs aussi, on le sait, ils créent leur propre dynamique. Mais c'est ce qu'on a communiqué au moment de la reprise du club, c'est qu'on veut qu'il y ait un mieux d'année en année. Très bien. À quelle place va finir le Standard à la fin de la saison? À une meilleure place que la saison. J'ai bien fait. En fait, je ne vais pas donner de joker parce que c'est une manière aussi de prendre des jokers. Beaucoup disent c'est le top 4. Le Standard, c'est le top 4, peu importe les moyens financiers. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ou le top 6 la saison prochaine, en fait les playoffs 1. Voilà. Dans l'absolu, le Standard c'est le top 4 en Belgique. Aujourd'hui, concrètement, dire qu'on veut le top 4 en Belgique, ce ne serait pas raisonnable. Très bien. Pierre Locht, président un jour de l'Union belge? Non, je ne pense pas. Non. En tout cas, j'y pense pas du tout, non. Attention à ce que tu as répondu là, hein, parce qu'il va ressortir la question dans 10 ans. Il va ressortir, oui. J'ai répondu, je ne pense pas, non, c'est pas du tout... Dans 10 ans, peut-être. Dans les plans... Who knows? Très bien, mais bien merci. Est-ce que le coach est le mieux payé du Standard pour l'instant? La personne la mieux payée au Standard pour l'instant, est-ce que c'est le coach? Non, c'est Pierre, mais il ne va pas le dire. Joker. Joker, voilà, il l'a donc utilisé. J'ai rajouté une question pour pouvoir le faire. Alex, oui. Cette émission va tout doucement se terminer dans les prochaines secondes. Est-ce que vous avez encore l'envie de rajouter quelque chose? Non, après ce sera trop tard. Moi, je l'ai déjà dit, parce que je supporte personne, et je le dis de manière très objective, je suis content que les clubs performants et les fleurons du football belge
C'est dommage pour Anderlecht pour le moment, mais ils doivent bien se porter parce que c'est important pour notre coefficient européen et c'est important de manière générale pour la dynamique du football belge qui soit le plus attractif possible. Donc quand le Standard va bien et que Bruges va bien et si Anderlecht peut aller mieux ou d'autres équipes, c'est très bien. On espère en effet avoir un Standard et un Anderlecht au top au même moment pour avoir un Classico qui arrive jusqu'à son terme. Ce serait déjà une bonne chose aussi. Tout à fait. Ouais. N'est-ce pas? Pierre, merci. Merci à vous D'être venu. Petite demande, en vue des prochaines semaines, est-ce que le Standard pourrait nous envoyer par exemple un William Balikwisha? On en a parlé. Ça, il faut voir avec le département communication, hein. C'est pas mon rôle. Très bien, là aussi, hein, on voit, on teste. On demandera en effet à Olivier Smets qui fait du bon boulot du côté du Standard, puisqu'on essaie d'avoir William depuis un petit temps, par exemple. Les supporters le demandent aussi. Bon, les supporters nous demandent la semaine prochaine, donc nous on reviendra dans Eleven Insiders. Avec quel invité? Suspense. En attendant, cette émission est à revoir, à réécouter sur Spotify, sur YouTube, sur le site d'Eleven Sport, bref, un petit peu partout. Belle journée, à bientôt, salut.